Bonsoir à tous, lundi 15 janvier, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. La visite aujourd'hui d'Agnès Buzyn dans les Yvelines. La ministre des Solidarités et de la Santé est venue parler de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Un déplacement qui a débuté à Plaisir par une matinée d'échange autour de la petite enfance. L'affaire Lactalis fait scandale depuis plusieurs mois. Ces lots de poudre de lait pour bébé contaminés par des salmonelles. Plus de 12 millions de boîtes sont concernées d'après le patron du groupe. Comment la grande distribution gère-t-elle la crise? Reportage dans un supermarché des Yvelines. Et puis, ils sont frères et s'apprêtent à vivre une grande aventure. Kevin et Guillaume Thorin vont partir pour 3 ans de tour du monde. Un périple à vélo et en vidéo pour promouvoir le partage et le respect de l'environnement. Un voyage de 80 000 km à travers 45 pays. Et puis dans ce journal, nous parlerons également basket avec une première moitié de saison réussie pour l'entente Le Chesnay-Versailles. C'est à suivre dans ce journal. La grogne monte chez les surveillants pénitentiaires après un débrayage vendredi à l'appel de plusieurs syndicats. Les agents de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy se sont de nouveau mobilisés ce matin, comme partout en France. Ils réclament des mesures fortes après l'agression à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. 3 gardiens, pour rappel, ont été blessés jeudi par un détenu radicalisé au moment d'une sortie de cellule. Les syndicats ont rencontré ce matin les représentants du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire. Non contents de cet entretien, ils annoncent que le mouvement est reconductible. En France, un enfant sur 5 vivrait sous le seuil de pauvreté. Constat alarmant pour les professionnels du secteur de la petite enfance. Une concertation avec ces acteurs a été lancée par le président de la République Emmanuel Macron. Ça, c'était en octobre dernier. Aujourd'hui, une première rencontre se déroulait à Plaisir en présence d'Agnès Buzyn. C'est la ministre des Solidarités et de la Santé. Un reportage de Camille Lambert. Représentants de la Caisse d'allocation familiale des Yvelines, de la Croix-Rouge ou d'associations en faveur des plus démunis, ce sont eux les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté et notamment celle des enfants. En présence de la ministre des Solidarités et de la Santé, ils ont fait part de leurs connaissances et de leurs attentes. On a toujours des attentes sur la question de la parentalité et de la petite enfance, d'autant que c'est quand même le premier pied à l'étrier, je dirais, sur le lien social. Et c'est ce qui a été évoqué par Madame la ministre. Donc ça, c'est déjà le premier point, de bien repréciser que faire société, ça passe aussi et surtout par les tout-petits. Dans l'attente et de pouvoir peut-être participer à des groupes de travail, parce qu'on n'a fait que évoquer ce matin le sujet et qu'il faut approfondir. En France, un enfant sur 5 vivrait sous le seuil de pauvreté. Cette journée marquait la première d'une série de concertations lancées par le gouvernement en octobre 2017. Objectif, établir une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants. Nous voyons qu'il va falloir intervenir sur le repérage, l'identification des besoins, sur l'accès aux droits, sur la formation des professionnels. Ce que je note aussi, c'est une mobilisation et un engagement très fort des acteurs de terrain, avec énormément d'initiatives locales. Ça m'a permis de parler surtout des dispositifs innovants en faveur de l'enfance, notamment l'espace bébé parent qui est un lieu d'échange, un lieu d'accueil. Un dispositif que la Croix-Rouge souhaite développer en milieu rural sous une forme itinérante. Une dizaine d'autres rencontres de ce type sont prévues partout en France. Remise de la stratégie adoptée à l'issue de ces réunions prévues fin mars au président de la République. Agnès Buzyn qui a poursuivi sa visite cet après-midi dans les Yvelines. La ministre a participé à la pose de la première pierre de l'extension du centre hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Nous y reviendrons dans notre édition de demain soir. Des lots de lait infantile contaminés par des salmonelles. L'affaire Lactalis sévit depuis septembre. Dans une interview au journal du dimanche, le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, promet d'indemniser les victimes. 12 millions de boîtes seraient concernées. Et nous avons voulu savoir comment a été gérée la crise dans les Yvelines. Reportage auprès d'une grande distribution avec Nicolas Dandry. 14, 24. L'heure est au bilan dans ce supermarché de Fontenay-le-Fleury. Romain et Bertrand Decré, co-gérants, comptent les produits Lactalis retirés des rayons et détruits. Total de l'inventaire 99 boîtes sur 11 références. Des boîtes de lait en poudre soupçonnées d'être contaminées à la salmonelle. Des destructions suite aux alertes envoyées par le fournisseur depuis le 21 décembre dernier. Tous les employés du magasin ont accès à ces informations.
Je vais dessus et on a renseigné ce qu'on avait, nous, en magasin, le nombre du WC, et on a accusé, bien sûr, de la destruction des produits. On attend donc jusqu'au 21 janvier de retour de nos clients pour savoir s'il y a des clients qui ont acheté ce produit-là. Maintenant, à savoir si dans notre stock qu'on avait physiquement en magasin, il y avait un risque microbien ou pas de salmonelle, ça, on n'en sait rien. Et on n'a aucun moyen de le savoir. L'approvisionnement des produits Lactalis a aussi été bloqué. En clair, le magasin ne peut plus commander les boîtes de lait concernées par la contamination. Des informations aux consommateurs sont aussi affichées à l'accueil du magasin et dans le rayon, à l'emplacement habituel des produits retirés. Donc c'est tous les lots concernés qui pourraient présenter un cas de salmonelle. Donc voilà l'information qu'on a mise à la disposition du consommateur. Donc on a imprimé qui est la même qu'on relaye à l'accueil. Expliquant donc la procédure à suivre pour le consommateur qui aurait pu acheter ce lait Lactalis donc avant le 21 décembre. Mauvais étiquetage, produit défectueux, plusieurs raisons pour retirer ou détruire un produit. En moyenne, ce magasin reçoit une alerte par jour. Objectif, éduquer à la préservation de la nature. Yvelines Environnement vient de lancer son jeu concours annuel à destination des 5-15 ans, habitants ou étant scolarisés dans le département. Nos amis les prairies se déroule jusqu'au 7 avril 2018. Pour y participer, les jeunes doivent remplir une grille de mots croisés et illustrer par un dessin la thématique. Les lauréats seront récompensés au cours d'une cérémonie en mai au Palais des Congrès de Versailles. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Et on écoutera peut-être juste après cette interview recueillie par Patrick Jacques de Dixmude. Je précise que la date limite de participation, c'est le 7 avril 2018. Et les documents du jeu concours sont à retrouver dans toutes les gares SNCF du département ou sur Internet sur le site d'Yvelines Environnement. D'environnement, justement, on en parle encore avec l'utilisation des eaux usées pour chauffer une résidence étudiante. L'idée peut paraître étrange et pourtant, ce procédé très écologique est utilisé de plus en plus de bâtiments. À Guyancourt, les étudiants de la résidence André Denoyer de Ségonzac bénéficient depuis septembre dernier de ce système qui est respectueux de l'environnement. Sujet d'Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Tout ce volume d'eau grise, c'est-à-dire que les douches, donc de l'eau froide avec de l'eau chaude mitigée, arrivent dans cette grosse cuve en inox. Voici le système installé au sous-sol d'une résidence étudiante à Guyancourt qui permet de bénéficier d'une eau chaude développement durable. Ces machines ont été mises au point par l'entreprise de traitement des eaux biofluides. Le principe, c'est de récupérer toute cette chaleur avant qu'elle soit envoyée dans les égouts. Et de la refroidir. Donc il y a un impact environnemental, donc moins émission de gaz à effet de serre. Donc ça c'est la première des choses, c'est le point le plus important. Et le deuxième point, c'est l'économie sur la facture d'eau chaude sanitaire. Coût de l'installation pour cette résidence de 147 logements, environ 200 000 €. Pour l'Arpège, l'association spécialisée dans la gestion de résidences pour étudiants, ce dispositif présente de nombreux avantages. L'intérêt pour nous, c'est de réussir à faire des économies d'énergie. Et notamment de réduire les coûts de réchauffage de l'eau. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils payent le moins possible de charges. En plus de ce système qui réutilise les eaux usées pour chauffer l'eau, la résidence possède plusieurs panneaux photovoltaïques, des démarches respectueuses de l'environnement qui séduisent les locataires. Je trouve ça super parce que c'est vraiment des problèmes importants côté environnemental auxquels on fait face. Je fais également de plus attention qu'avant encore, notamment à mon utilisation chauffage. J'essaye aussi d'éviter d'être resté trop longtemps sous la douche. Dans les prochains mois, une centaine d'immeubles en France devraient être équipés de ce système de valorisation d'eau usée. 5 rendez-vous plus informels au lieu d'une grande seule cérémonie. Voisin, le Bretonneux organise en ce moment ses vœux pour la nouvelle année en se déplaçant dans plusieurs quartiers. Le premier rendez-vous avait lieu il y a quelques jours en centre-ville. L'occasion d'évoquer les projets structurants pour 2018 avec notamment le début des travaux pour le quartier de la Remise. À terme, 500 logements seront construits. On écoute à ce propos le maire de la commune au micro de Nicolas Kirillovitz. La Remise, c'est évidemment le projet phare de la ville, puisque c'est un écoquartier, que ça va accueillir un certain nombre d'habitants nouveaux. Et puis on a voulu que ce soit quelque chose de très qualitatif. Donc c'est vrai que c'est un projet phare, mais j'ai également parlé d'un projet sur un terrain qui s'appelle La Manivelle, où il y a une résidence intergénérationnelle pour les personnes âgées et qu'ils partagent aussi leur quotidien avec des personnes plus jeunes. Et puis j'ai parlé aussi d'un projet de cimetière, puisque notre cimetière est vraiment maintenant arrivé à saturation.
Donc c'est une obligation. Et donc nous travaillons ardemment à trouver un emplacement pour un nouveau cimetière. 80 000 km à travers la planète, 45 pays à traverser pour un tour du monde qui va durer 3 ans. Voici le grand périple que vont affronter ces deux aventuriers yvelinois. Ils sont frères et avec moi en plateau, Guillaume et Kevin Thorin. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume à ma droite, Kevin à ma gauche. Merci d'être avec nous. Alors c'est une grande aventure que vous allez faire à vélo. On va en parler dans un instant. Pourquoi avoir choisi le vélo pour cette aventure? Le départ est fixé pour le deuxième trimestre 2018. Petit tour de table pour commencer. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Guillaume, on va commencer avec vous. On a réalisé déjà plusieurs voyages à vélo dans notre jeunesse, des aventures. On a profité des vacances scolaires pour voyager à travers l'Europe. Et de fil en aiguille, on s'est dit on pourrait faire un plus grand voyage. Donc on s'est intéressé à faire le tour de l'Europe. Et puis on s'est dit on n'a peut-être qu'une occasion de faire un grand voyage. Donc on s'est lancé sur une idée de tour du monde à vélo. Un grand voyage qui s'appelle Heibro, j'ai oublié de le préciser. Kevin, Guillaume le disait très bien, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous avez fait déjà plusieurs voyages, notamment en 2011, un périple, un pèlerinage, on peut dire, de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle. Exactement, il était plus spirituel que religieux pour le coup, mais on a fait notre premier périple en 2011 sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'était exceptionnel. Je pense que pour nous, c'est vraiment quelque chose à faire et on encourage les personnes à le faire. C'est un sentier très très beau. Et puis ensuite, on est parti en Suisse, en Autriche, en Hongrie. On a fait aussi d'autres pays. Donc il y a eu l'Espagne pour le Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand on goûte à ce genre d'aventure, je crois qu'on ne s'arrête plus vraiment. On en rencontre beaucoup parce qu'il y a aussi un très très bel échange d'aventuriers pendant les différents périples. Et je pense qu'on a pris goût à ça. Tout simplement. Alors il y a plusieurs buts dans ce voyage. Partagez bien sûr votre passion pour l'aventure, mais il y a aussi une idée derrière, c'est sensibiliser autour du respect de l'environnement. Et tout ça, vous allez le faire pour ce voyage. Vous allez tourner des vidéos tout au long de ce voyage en 3 ans. Tout à fait. L'idée de ce projet, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de sensibiliser les gens au voyage parce que nous, on considère en fait que le voyage nous a énormément ouvert l'esprit et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner. Donc, pendant tout le périple, donc pendant 3 ans, on a du matériel audiovisuel professionnel qu'on emporte avec nous pour faire des petites capsules vidéo dédiées dans un premier temps au web, à Internet, YouTube. D'accord. Et dans un second temps, on va filmer aussi pour réaliser un documentaire de 52 minutes qui sera destiné à la télé. Ou qui va reprendre en fait ces grands principes, le voyage, le vélo et l'aspect humain qu'on rencontre pendant l'aventure, dans le seul but de vouloir réaliser ses rêves, de se donner les moyens d'y arriver, et voilà, tout simplement. Guillaume, dans cette actualité où on parle souvent de respect de l'environnement, de hausse du climat, etc., l'important d'avoir ce but derrière dans ce voyage, c'était quelque chose d'important, pas faire que ce voyage, mais aussi de le faire dans un but précis. Oui, tout à fait, c'est de vivre simplement. C'est pour ça qu'on a choisi le vélo, qui a son côté pratique, économique, écologique, et de se rapprocher au plus près de la Terre et de ses habitants pour ensemble partager des moments simples et nous derrière de le montrer, de le véhiculer. Et sur la durée, 3 ans, pourquoi être parti sur une durée si longue? Vous l'avez dit, vous avez fait des voyages un peu plus courts. Oui. Là, pourquoi partir sur une durée aussi longue? C'est un calcul qu'on a fait par rapport... donc on a mis sur le papier tous les pays qu'on voulait traverser. Et on a donc pris un calcul théorique qui nous rapprochait plus de 3 ans. D'accord. En tout cas, on se dit pas plus. Pour retrouver notre famille, nos amis. On se dit ça peut être difficile, 3 ans loin de ses amis, loin de sa famille. C'est sûr, là forcément... Il n'y aura pas d'étape à Paris pour les revoir, c'est 3 ans sans revenir sur Paris. Guillaume tombe, pourquoi pas. Mais théoriquement, non, on l'espère. L'objectif, c'est vraiment de faire le tour sans qu'il y ait d'escale sur Paris. Et en effet, 3 ans... C'est fait partie des grosses contraintes qu'on évoquera pendant d'ailleurs le voyage parce que c'est sûr que ça va être dur loin de ses proches, loin de sa famille. C'est quelque chose qui est déjà difficile à se préparer, donc je suppose que pendant le voyage, ça va être assez compliqué. Voilà.
Contrainte, vous l'avez dit, vous allez faire le périple à vélo, il y aura du matériel audiovisuel sur une durée assez longue. Il y a une grosse réflexion sur le chargement qu'on va emporter avec soi. J'imagine que ça a été quelque chose aussi de réfléchi. C'est quelque chose de réfléchi. Ça a été quelque chose de calculé. On est presque au grain près, disons centaines de grammes près. On essaie d'optimiser le poids, puisque c'est vrai qu'on se trimballe tout ça. Et le fait de le faire avec du matériel audiovisuel n'arrange pas les choses, parce que ça nécessite une caméra, un ordinateur. Forcément des choses lourdes. Voilà, et ils n'ont pas fait ça très léger. Les batteries, rien que ça pèse son poids. D'accord. Alors chacun son rôle. Bon, aura son rôle pendant ce voyage. Je ne vais pas faire de raccourci, mais en gros, Kevin, vous serez plus avec la caméra à la main, et Guillaume, vous, c'est plus la carte, vous serez le guide à travers ce voyage. C'est ça ? C'est ça, oui. Oui, il y a bon, évidemment, on est obligé de se partager les tâches, et puis même nos vies ont fait que Kevin s'est beaucoup orienté sur la caméra, et puis même moi, pendant nos différents voyages, j'étais avec la carte, on va choisir les bonnes directions. Donc on va fonctionner comme ça pendant le voyage. Puis aussi le soir, on a des petits rituels qui sont en place, chacun prépare. Que ce soit à manger ou l'emplacement où dormir. Ouais. Ça nous fait gagner du temps et ça permet de travailler en équipe. Justement, dormir, vous parlez de dormir, vous allez camper, j'imagine aussi dormir dans des auberges, peut-être chez l'habitant, c'est l'idée derrière ? Oui, tout à fait. Oui. Alors quand on n'a rien trouvé et qu'on est au milieu d'une forêt, on dormira dans la forêt, mais le but c'est quand même d'aller chez l'habitant, parce qu'on veut partager quand on est dans un autre pays, leur manière de vivre, et puis eux aussi vont pouvoir nous guider le lendemain sur un chemin qui pourrait nous plaire ou qui est important à traverser. Alors on va peut-être voir la carte, je ne sais pas si on l'a encore vu, mais la carte avec ces 45 pays traversés, les grandes étapes en quelques mots sur ce parcours de 3 ans. On prend dans un premier temps la direction donc, de l'Afrique jusqu'à Dakar, en reprenant en fait les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ensuite on va attaquer sur l'Amérique du Sud, on va remonter progressivement en Amérique du Nord, on fait l'Australie, une partie de l'Asie, et on repart ensuite en Europe en suivant les sentiers bien connus qui sont les Eurovélos. Rythme de 10 jours de périple, 1 jour de repos à chaque fois, c'est ça en gros ? On est sur cette moyenne-là, on verra en fonction des conditions climatiques, mais théoriquement ça devrait se faire comme ça, puisque ça s'est toujours fait comme ça en fait. Il nous reste quelques minutes pour parler du budget, il est conséquent, budget prévisionnel de 60 000 €. Enfin je dis conséquent, on se dit pour 2, ça fait à peu près 8 € par jour. On se dit, sur 3 ans, ça paraît peu. C'est peu en fait, ça c'est clair. C'est pour ça que là ça paraît, c'est vrai, assez conséquent, 60 000 €. Mais il y a ces fameux 8 € par jour qu'on a calculés sur des moyennes les retours qui ont été faits de certains voyageurs. Et ensuite il y a les vélos, il y a l'aspect audiovisuel qui coûte très cher et le transport, si toutefois on est amené à utiliser le transport. Toutes ces petites choses, finalement, le cumul fait qu'on arrive vite à 80 000 €. 60 000, pardon. Dernière chose, il nous reste très peu de temps, 20 000 € d'apport personnel, c'est ça. Là, on en est où concrètement et comment atteindre finalement ce palier des 60 000 ? Comment vous comptez y parvenir ? Des sponsors, peut-être des opérations à venir ? Tout à fait, il y a des opérations qui vont venir, puisqu'on a lancé la com début janvier. Actuellement, nous sommes suivis par 4-5 partenaires, dont un partenaire financier, donc qui va nous aider énormément sur le voyage, et puis on espère qu'il y en a plein d'autres qui vont nous suivre. Et on va suivre ça avec attention sur TV78. Merci à vous deux, à Guillaume et Kevin Thorin, d'avoir été avec nous. Votre aventure Eybro, elle peut se suivre sur ce site internet, et si vous souhaitez contribuer à l'aventure, apporter votre aide au projet, rendez-vous sur ce site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Un exploit sportif, on jouait ce week-end les 32e de finale de la Coupe de France de handball. Trappes, qui évolue en excellence départementale, recevait samedi Argenteuil, une équipe de pré-région. Et malgré cette division d'écart, les trappistes se sont qualifiés sans forcer pour le tour suivant. Score final 34-25. Le résumé de la rencontre, Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Une qualification historique. Trappes, une équipe refondée en 2014, va accéder au 16e de finale de la Coupe de France après sa victoire 34-25 contre Argenteuil. Résultat acquis en première période, les trappistes comptaient 6 buts d'avance à la mi-temps. Franchement, aujourd'hui, ça a été fait dès la première mi-temps parce que pour nous, on s'est préparé à ce match-là. On a tout donné dans les 10 premières minutes et on a fait la différence dès le début. Donc on a senti que c'était facile après pour nous. On a tendance à dire que les 10 premières minutes de chaque mi-temps, c'est là où se fait la différence. Et les joueurs ont répondu présent. Donc là, c'était, en tant que coach, là, c'était parfait.
Pour continuer son épopée, Trappes s'est appuyé pendant la partie sur une grosse activité offensive avec des gestes spectaculaires en première période. Autre point fort de l'équipe sur ce match, la défense. Les trappistes n'ont concédé que 25 buts face à Argenteuil, une formation qui évolue pourtant une division au-dessus des trappistes. Depuis le début de l'année, on prenait une trentaine de buts, 32 buts par match. Et on a fait un gros travail de défense pour préparer ce match. Donc l'objectif a été rempli. Quand on est en défense, il faut être agressif, il faut montrer qu'on est présent sur le terrain. Donc on l'a montré en défense. On a essayé de monter de la balle rapidement pour prendre l'avantage. Une combativité qu'il faudra conserver au tour suivant. Trappes est désormais le petit poussé d'Île-de-France. L'équipe pourrait affronter pendant les finales régionales Bondoufle, Ménécy ou Brie-sur-Marne 3 équipes de pré-région. La rencontre sera programmée le week-end du 18 février, mais en attendant, le club peut savourer. 10 matchs, 10 victoires et une première place pour le moment en Régional 2 de basket. Une première moitié de saison réussie pour l'équipe première masculine de l'entente Le Chesnay-Versailles. Pour en parler avec moi sur ce plateau, 2 invités. Olivier Patin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe première masculine de Le Chesnay-Versailles. Et également avec moi, Johan Abraham. Bonsoir. Vous êtes l'ailier fort de cette équipe première du Chesnay-Versailles. Alors, on va regarder peut-être le classement de cette Régionale 2, la poule B. Vous êtes pour le moment premier avec 2 points d'avance sur vos principales poursuivants. On est presque à la mi-saison. Il reste un match pour qu'on atteigne vraiment cette mi-saison. Est-ce que vous êtes totalement satisfait, Olivier, de cette première partie de saison pour le Chesnay-Versailles ? Bien évidemment, on réalise une très très bonne première partie de saison. On met des concurrents directs derrière puisqu'on les a battus chez eux. Donc du coup, on va avoir le luxe de pouvoir les recevoir sur le match au retour. Donc oui, on peut être que satisfait après 10 matchs, 10 victoires. En championnat, rien à redire. Je précise que vous êtes l'entraîneur de l'équipe depuis cette saison, tout comme Johan qui a rejoint l'effectif cette année. Comment vous vous sentez au sein de cet effectif ? Très très bien, honnêtement. J'ai l'impression de connaître la plupart des joueurs depuis un petit moment alors qu'on se connaît depuis quelques mois. Ouais. Et on le ressent vraiment sur le terrain. C'est une bonne osmose. Je me sens vraiment très très bien. L'effectif de cette saison, c'était des points forts, des joueurs forts qui étaient déjà au club, avec quelques nouveautés. Johan pour la partie terrain et vous sur la partie banc. C'est ça, c'est ce mix, on va dire, qui fait la réussite de cette première partie de saison. C'est exactement ça. En fait, le but, c'était vraiment de garder l'ossature de cette équipe, où il y avait déjà de très bons éléments. Le club a relancé le projet masculin, ou en tout cas nous a bien fait comprendre que c'était important pour eux de remonter jusqu'en National 3 au moins, et assez vite. Et donc avec ma venue et la venue de certains joueurs, le but c'était surtout de garder cette osmose, comme l'a dit Johan. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Est-ce que le club est en National 3, on le précise, lors de la saison 2014-2015, 2 descentes d'affilée, une montée manquée l'an passé. Le discours en début de saison, quand on arrive à la tête de l'équipe, ça a été quoi votre discours ? Le discours, il a été qu'il fallait se relever déjà, parce que c'est pas évident de rater lors de la dernière journée sur un match seulement, puisque le vainqueur du dernier match de leur saison montait en pré-national. Ouais. Donc ça a été le cas pour Meudon. Et puis ça a été aussi un peu plus particulier pour moi, puisque j'étais déjà dans cette poule entraîneur d'Arcueil, et c'est nous qui sommes montés avec Meudon en pré-national, pour me retrouver ensuite à Versailles. Donc le discours a été simple, c'est qu'il fallait se relever et il fallait se remettre au travail tout de suite et ne pas tergiverser. Et puis ils l'ont fait et de la plus belle des manières. Première moitié de saison réussie en championnat, c'est également le cas en coupe. Avec ce très beau résultat, vous avez atteint les 32e de finale de la Coupe de France face aux espoirs de Chalon-Reims. Vous avez été proche de l'exploit, une défaite à domicile 81-83 dans les toutes dernières secondes. Johan, fier du parcours accompli ou quand même petite frustration parce que ça s'est joué dans les toutes dernières secondes, ce match ? Non, c'est sûr qu'on a une certaine frustration, c'est sûr et certain, mais après... on a réalisé comme un bon parcours pour notre catégorie. On a su prouver à plusieurs personnes qu'on avait le niveau pour se bagarrer justement contre des grosses écuries, contre des équipes de N2 ou contre des équipes de N3. Dans l'ensemble, on a fait un beau parcours. C'est sûr qu'on en discutait tout à l'heure avec Olivier. Plus
Si on avait gagné contre Chalon, etc., enfin, ça aurait été des matchs en plus. Donc, n'étant pas professionnel, n'ayant pas une structure professionnelle, c'est un peu plus compliqué de tenir le rythme, d'avoir le temps de se concentrer finalement sur une compétition. D'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a pas eu de gueule de bois après cette élimination, parce que là, ce week-end, vous avez remporté votre match, donc vous êtes tout de suite remis au travail. Je pense qu'on avait surtout à cœur de retrouver la victoire, quoi, surtout. On avait vraiment envie de passer à autre chose, quoi, parce que c'est vrai que cette défaite, nous a mis quand même un grand coup de massue derrière la tête, parce que perdre de 2 points au buzzer, ça arrive pas très couramment, comme on a pu le dire, mais ça arrive malheureusement, et c'est tombé sur nous. Très rapidement, Olivier, dernier mot. Là, on a la mi-saison, première moitié de saison réussie. Quels vont être vos mots là, pour continuer de mobiliser vos joueurs jusqu'à la fin de saison? L'objectif principal, ça reste la montée. Ça restait la montée, quoi qu'il arrive, malgré cette parenthèse Coupe de France qui a été vraiment une belle aventure. On s'est remis tout de suite au travail pour ne pas se mettre en difficulté, parce que les 2 concurrents sont à 2 défaites de nous, donc ça nous laisse une petite marge. Mais c'est vrai qu'il faut encore les rencontrer au match retour. Et voilà, l'objectif, c'est d'essayer de rester invaincu le plus longtemps possible. Si on peut le faire toute la saison, ça sera magnifique. Et d'essayer d'aller jouer une finale régionale pour aller chercher le titre de Régional 2. Et merci à vous deux d'avoir été avec nous. En tout cas, on va suivre la suite de cette saison pour le Chesnay Versailles. Vous pouvez suivre en tout cas les résultats, l'actualité du club sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Une bonne nouvelle avant de refermer ce journal, le jeune Joseph a été retrouvé. L'adolescent de 14 ans a été confié à une famille d'accueil à Nice en attendant de pouvoir rejoindre sa tante chez qui il habite, au Claye-sous-Bois. Sa disparition inquiétante, rappelez-vous, avait été signalée le 19 décembre. Arrivé depuis le Cameroun cet été, Joseph aurait fugué à cause d'une mésentente avec ses proches. Il avait trouvé dernièrement refuge à Rome, en Italie, avant de revenir en France. C'est la fin de ce 7-8 journal. Il est disponible en replay sur notre site internet et notre application mobile, la TV 78. Belle soirée et excellente semaine à tous.